Dieu créa l'homme à son image. Il les créa hommes et femmes. La différence sexuelle est au cœur de notre humanité. Elle est même à l'image de Dieu selon la tradition chrétienne. Entre nature et culture, quel rôle joue notre corps sexué dans notre identité? Ariane Beauferré, biologiste et maman de 3 petites filles et un garçon, aborde la question avec nous aujourd'hui. Salut Ariane. Salut Simon. Alors, tu nous lances dans des questions très difficiles et polémiques et à la fois si simples aujourd'hui. Oui, dire qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, aujourd'hui, on n'ose plus trop dire. Non, exactement, mais ma première question, ce serait, est-ce que être un homme ou une femme, c'est simplement quelque chose de culturel? Il y a des stéréotypes et qui peuvent changer avec le temps ou les lieux, ou est-ce que quand même pas, il me semble, un ancrage biologique, chromosomique, je ne sais pas si c'est un mot. Oui, chromosomique, oui. Ça fonctionne. Ben, comme pour beaucoup de questions, la réponse, elle est entre les deux. Là. Je pense que c'est assez évident. Oui, il y a des choses qui sont des constructions sociales qui sont développées en nous, qui forment notre personnalité d'homme et de femme à cause de notre culture, à cause de notre environnement social, à cause de notre époque aussi. Il n'y a pas les mêmes rôles sociaux selon les époques. Mais tout n'est pas une construction sociale. Ça, c'est un problème qu'on peut avoir aujourd'hui, cette idée que un enfant, il va se développer un petit peu selon les conditions extérieures qu'il va avoir. Tout n'est pas inné non plus. On n'a pas une identité finalement unique qui se développe et qui n'est influencée par rien. Mais il y a quand même un apport très important de la biologie. Notre identité, elle a un socle biologique aussi. Je me demandais, toi, justement, qui connais bien la biologie, est-ce que dès la conception, la différence sexuelle est là? Elle est présente? Oui, dès le début. C'est quelque chose d'assez connu. Je peux même vous poser la question, qu'est-ce qui fait la différence entre un embryon, fille ou garçon? X ou Y, quelque chose comme ça? Exactement, c'est les chromosomes. Les chromosomes, c'est notre capital génétique. C'est toutes les informations qui nous permettent de nous développer et qui vont déterminer finalement notre taille, notre couleur des yeux. Mais aussi certains comportements aussi qui sont inscrits dans nos gènes. Les hommes, ils vont avoir un chromosome Y, les femmes n'en ont pas, elles ont 2 X. Et le chromosome Y, il est particulièrement important. S'il n'est pas là, l'embryon, il va se développer de façon féminine, en fait. C'est un peu le sexe de base. Par contre, s'il manque l'autre chromosome X, on va avoir une femme qui va potentiellement avoir des problèmes de santé quand même. Et c'est un gène, notamment le gène qui s'appelle SRY, qui va déterminer la différenciation sexuelle. Donc, dès le début, l'embryon, il se développe. Puis là, déjà, c'est assez rigolo parce que l'embryon masculin, déjà, tout de suite, il se développe plus vite, il consomme plus d'énergie. C'est un peu stéréotypé. Et il va y avoir, notamment, donc, dans son liquide amniotique, mais aussi, il va sécréter, à partir de ses testicules, déjà, le petit enfant, beaucoup plus de testostérone, ce qui va faire masculiniser son corps, mais aussi son cerveau. Et donc, il y a des différences qui sont intrinsèques qu'on voit entre les petits garçons et les petites filles, mais qui se développent déjà pendant la grossesse, en fait. Les garçons, ils vont avoir une plus grande capacité générale à l'analyse systématique. Donc, par exemple, ils vont aimer trouver des solutions à des problèmes. Ils vont aimer les jeux mécaniques. Ils vont aimer aussi avoir des intérêts pour des questions de hiérarchie, pour des sports d'équipe. Et ça, c'est des choses qu'on peut observer en regardant quelles zones du cerveau sont utilisées, lesquelles sont développées, lesquelles ont une plus grande croissance de ce qu'on appelle matière grise, une croissance neuronale. Les filles, par contre, vont avoir généralement une plus grande capacité d'empathie, de communication. Par exemple, dans la petite enfance, les filles, elles vont parler plus vite, elles vont avoir un vocabulaire plus élaboré et aussi une meilleure compréhension des émotions. Ce qui fait en sorte qu'on peut avoir des petits garçons qui sont beaucoup plus bagarreurs, qui vont avoir beaucoup plus de mal finalement à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux, et des filles qui vont devenir plus rapidement responsables et calmes, et quand on leur explique quelque chose, elles comprennent puis elles passent à autre chose. Et tout ça, quand je dis ça, ça a l'air d'être des gros stéréotypes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des moyennes. Donc, comme pour tout ce qu'on peut mesurer dans la population, souvent, par exemple, si on prend la courbe de taille, les hommes, en moyenne, sont plus grands. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui sont petits, qu'il n'y a pas des femmes qui sont grandes, mais ça fait une courbe qu'on appelle normale, une forme de cloche. Donc, la moyenne est au centre, et puis les extrémités, il y a beaucoup moins de représentants, en fait. Si on reprend l'exemple des tailles, il y a beaucoup moins de personnes qui sont toutes petites ou qui sont très grande. Mais là, ça, tu nous dis que c'est vraiment fondé dans la biologie, Exactement. que c'est pas des construits sociaux, parce qu'on entend ça beaucoup, là. On donne des poupées aux petites filles, on donne des autos aux garçons. Oui. Faut pas s'étonner que leurs intérêts se développent en fonction de ce que leur donne. Mais ce que tu dis, c'est que indépendamment de ce qu'on présenterait, il y a quelque chose de naturel, de biologique. Là. On présente les deux, et c'est très bien qu'un petit garçon, par exemple, joue à la poupée. Moi, ça arrive que mon fils, qui a 4 ans, il prenne une poupée, il la met dans une poussette, il se promène dans la maison, il va jouer au papa et à la maman avec ses sœurs. C'est normal, il y a une diversité de jeux.
Mais il reste que la majorité des garçons vont préférer certains types de jeux, même quand tu leur présentes. Et c'est ce qu'on remarque aussi à l'âge adulte. Il y a des emplois qui sont préférés et c'est pas toujours une construction sociale. Par exemple, les femmes, elles vont être beaucoup plus dans des emplois où on doit prendre soin. Pourquoi ? Parce que dans notre biologie, il y a un système hormonal, on a aussi notre cycle menstruel qui vont faire en sorte qu'on est plus interpellé à materner, prendre soin des autres, des petits, alors que les hommes vont avoir, comme un cerveau droit plus développé, une analyse systématique, ils vont avoir envie de régler des problèmes, de construire des ponts. Là, je fais encore une fois des gros stéréotypes, d'aller dans l'ingénierie. Et c'est pas quelque chose qui est construit socialement, c'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de nous, qui inscrit un trait. Par contre, ce qui est important, c'est que même si on a ce trait de base ou qu'on ne l'est pas, c'est nos expériences de vie qui vont renforcer ce trait. Donc c'est pour ça que tout n'est pas inscrit dans la biologie, tout n'est pas culture, c'est les deux ensemble. Mm-hmm. Quand on est dans la petite enfance, c'est il y a un développement de l'enfant qui est guidé par les gènes, mais qui, on dit, sculpté par l'expérience. Donc, c'est les expériences de vie qui vont renforcer ces traits. Les petites filles, par exemple, elles vont se battre moins parce qu'elles ont des meilleures compétences de base en communication, ça je l'ai déjà dit, mais elles ont aussi ce qu'on appelle les amygdales cérébrales qui servent à gérer les émotions. Chez les garçons, ça se développe plus tard. Les garçons aussi, ils ont la notion du temps dans leur cerveau qui se développe plus tard, 1 an plus tard. Donc à 5 ans, une petite fille, elle comprend c'est quoi à peu près 5 minutes. Un garçon, il comprend ça à 6 ans. Donc ça génère plus de frustration des fois. C'est des choses de base. Ariane, quand on parle de différences sexuelles, c'est surtout à l'adolescence, à la puberté. Il me semble que là, ça commence à devenir de plus en plus manifeste, cette plus différence. Flagrant, oui, parce qu'il y a toute une période autour de 7-8 ans où les enfants se ressemblent beaucoup finalement. Là. Il y a un climat hormonal qui est très similaire à ces âges-là. Et puis autour des premières menstruations chez les filles et des développements corporels chez les garçons, autour de 10-12 ans, là, il y a des énormes différences qui apparaissent. Donc, on parle de l'adolescence neurologique. Ça, c'est très long. C'est pas juste quelques années, c'est 12 à 24 ans. Notre cerveau, il a fini de se développer à 24 ans. Et ça explique beaucoup de choses. Oui, ça pourquoi explique... lui, c'est un grand ado qui ne devient jamais adulte, entre autres. Oui, mais ça explique aussi les normes sociales. Pourquoi est-ce que le droit de vote, il n'est pas à 16 ans ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se marier non plus à 15 ans ? Notre cerveau, il n'est pas encore prêt à prendre des décisions. Mais là, vu que les hommes, on se développe plus lentement, devrais-tu voter plus tard un peu? C'est une bonne question. C'est vrai que les filles, c'est un peu plus tôt. Mais bon, individuellement, il y a quand même des différences. Donc, c'est plus simple d'avoir une seule norme. Pendant l'adolescence, il y a aussi y avoir un fort désir de nouveauté. Ça aussi, c'est un neurologique. Tout ce qui est nouveau va produire du bien-être en fait chez le jeune. Donc c'est pour ça que les jeunes, ils veulent tout tester, là. Les nouvelles expériences, ça leur fait du bien. Ça se calme un peu plus tard. Il va y avoir aussi des aires du cerveau qui concernent les relations sociales, sont celles qui vont se développer le plus. Donc les adolescents, finalement, à cet âge-là, ils sont incités dans leur cerveau à sortir du cercle familial et à aller faire des rencontres et à partager des autres choses. Je trouve que ça explique beaucoup de choses de nos vies, finalement, là, quand on regarde juste la biologie. Même politiquement, pourquoi les jeunes adultes, les universitaires veulent toujours du changement. Exact. Et que les vieux deviennent conservateurs. Oui, il y a un vent de révolution et on se calme un petit peu plus tard. Là, on devient plus sage à l'émergence de l'âge adulte. Mais c'est fort ce qui se passe là. Il y a aussi une augmentation de la créativité qui est observée. Et puis, nos choix à cette période vont participer à l'unification de notre personne. Encore une fois, tout n'est pas biologique. Ce qu'on fait, les expériences qu'on répète, les choix qu'on fait, finalement, vont améliorer les circuits neuronaux dans notre tête et faciliter les choix ultérieurs, finalement. J'imagine qu'à l'adolescence, l'apparition, je dirais, de la sexualité aussi doit jouer un rôle important de différence entre les hommes et les femmes. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a la maturité sexuelle, déjà, elle arrive beaucoup plus tôt que la maturité cérébrale. Donc, surtout chez les hommes, c'est assez intéressant. Il y a toute l'importance, l'émerveillement. On a, les hommes comme les femmes, on peut ressentir de l'émerveillement face à des œuvres d'art, face à des paysages. Et c'est quelque chose aussi, on pourrait dire, le beau, c'est subjectif. Mais non, il y a des choses qui, objectivement, toutes les personnes, quand elles écoutent la 7e de Beethoven, elles ressentent une émotion, puis il y a toutes les zones du cerveau qui s'activent. Donc, il y a une partie objective dans le beau. Chez les garçons, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont particulièrement sensibles à la beauté physique. Ça les met en émoi comme c'est pas possible, moins que les filles. Donc, ce qui explique aussi un peu le stéréotype de les garçons, c'est juste le physique finalement. Mais comme ils sont jeunes, qu'ils ont 14, 15, 16 ans, puis qu'ils n'ont pas la maturité cérébrale encore pour prendre des choix posés et réfléchis, ça arrive qu'ils fassent un peu n'importe quoi. Les hommes, sous l'effet de la testostérone, ils vont prendre un peu plus de risques, ils vont faire des excès de vitesse, ils vont tomber parfois dans la drogue parce qu'ils vont avoir le goût de la
nouveauté. Et donc, c'est une période qui est critique finalement, et où hommes et garçons et filles, plutôt, et hommes et femmes en devenir, sont en apprentissage et ont besoin d'être soutenus aussi. On ne peut pas juste leur dire, voilà, t'as 16 ans, t'as 17 ans, c'est ton corps, fais ce que tu veux. Mais non, son cerveau, il n'est pas encore fini, là, donc il a besoin d'aide un petit peu, là. Ariane Beauferré, quand on devient adulte, est-ce qu'on est comme fixé biologiquement pour toujours ou notre différence d'hommes et de femmes continue à nous influencer ou même à changer avec le temps? Alors, ça continue à changer. Notre biologie, bien sûr, depuis même qu'on est dans le ventre de notre mère, elle est faite pour la procréation. Et donc, il y a aussi tout ce passage de quand l'homme ou la femme devient père ou mère. Et là, il y a des changements qui sont vraiment énormes et qui sont permanents dans notre cerveau aussi. Et pas seulement chez les femmes. Chez les femmes, bien sûr, il y a la grossesse et toutes les hormones reliées qui vont faire en sorte qu'on va devenir plus multitâche. On va devenir aussi avoir des meilleures capacités pour protéger un petit peu ce qui nous entoure. Donc, ça veut dire une meilleure acuité visuelle, une meilleure ouïe. C'est des choses très concrètes. Hein. C'est pas juste « moi, je sens pas trop d'attachement ». Non, il y a des choses qui sont vraiment mesurables. Et qui augmentent en plus avec l'interaction avec le bébé, ce qu'on appelle l'effet miroir. Les hommes aussi vivent ça, ils vont avoir des changements permanents aussi. Le simple fait d'être en présence de leur épouse enceinte, ça dégage aussi des hormones dans leur corps. Après l'accouchement, le fait de voir l'enfant, bien évidemment. Le fait de voir la femme qui allaite aussi, ça déclenche chez l'homme des réactions d'ocytocine qui vont augmenter l'attachement. Et toute la biologie est finalement faite pour créer une certaine stabilité familiale. Donc, c'est comme si le couple et la famille s'étaient inscrits aussi, en fait. C'est pas juste l'homme fait des enfants, puis ensuite il retourne à sa vie, puis il n'a pas besoin d'être une famille. Non, il y a une unité familiale qui est déjà inscrite. Il y a un exemple, par exemple, qui est assez amusant. C'est le matin, les hommes, souvent, vont avoir un pic de testostérone. C'est pour quitter la maison, en fait. C'est pour aller, OK, je pars travailler, là, c'est bon, je me mets en marche, je sors de chez moi, puis je vais mettre du pain sur la table, puis je vais m'activer, je vais m'ouvrir au monde. Quand un bébé vient de naître, il n'y a plus ce pic de testostérone. Donc, le père, finalement, il a moins envie de partir. Il a envie de rester pour s'occuper de sa famille. Ça aussi, c'est donc, vraiment très concret. Donc, les congés parentaux épousent, je dirais, les lois biologiques. En partie, oui. Et puis, il y a des choses qui sont finalement qui sont devenues socialement acceptées par tous, puis des règles qu'on ne sait pas trop l'origine, mais elles ont aussi une origine biologique et pas seulement Mais ça dure culturelle. 5 semaines ou 6 mois? Là, ça, je ne pourrais pas te dire. Non, okay. On va changer les lois. Ariane, tout à l'heure, là, tu m'as étonnée. Est-ce que j'ai bien compris qu'à l'origine, on serait tous, pendant un instant, tous comme féminins? Puis oui, là, après ça, selon l'apparition d'un autre chromosome, certains deviennent des hommes? C'est pas ça. Non, dès le début, il y a XX ou XY. OK. Mais si, par exemple, il manque le chromosome Y, ça peut arriver. Il y a des personnes qui vont avoir juste un chromosome. Ou il va y avoir des personnes qui ont des chromosomes X, mais avec le gène SRY. Donc, c'est vraiment une question de génétique, là. Ça va déterminer si on est un homme ou une femme. Mais s'il manque, d'ailleurs, ce chromosome Y, pendant longtemps, on a pensé que c'était un reliquat, en fait, quelque chose qui allait finir par disparaître. Parce que si vous le regardez, là, sur des images, il est rabougri, tout petit, on ne sait pas trop à quoi il sert, là. D'ailleurs, les premières personnes qui ont essayé d'étudier ça, dans la communauté scientifique, je faisais un peu rire au nez. C'est le cas il s'appelait David Page, celui qui a fait beaucoup de recherches sur les chromosomes Y. Et en fait, on lui disait, mais tu vas pas découvrir grand-chose. Alors qu'en fait, non, toute la spécialisation masculine, elle se trouve là, quasiment. Donc, dès le début, en fait, on est soit homme ou femme, mais ça dépend après du bagage génétique qu'on a, qui se développe par la suite. En conclusion, Ariane, ceux aujourd'hui qui prétendent que la différence homme-femme ne serait qu'un construit social, est-ce qu'ils tiennent un discours anti-scientifique? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Ah, mais complètement. Puis l'opposé aussi. On ne peut pas juste dire que tout est biologique parce que selon les expériences de vie qu'on a, selon les expériences aussi que nos parents ont eues, ça, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi toute la place de l'épigénétique. Notre ADN, on le voit souvent de façon, c'est une longue ligne avec différentes paires de bases. Mais en fait, non, l'ADN, c'est plus, il est en boule. Puis, selon l'endroit où il se trouve dans notre corps, il va être ouvert, fermé. Et l'épigénétique va nous permettre finalement de développer certains traits ou pas, selon les expériences qu'ont eues nos parents, selon les expériences que nous-mêmes, on a. Donc, par exemple, si une femme, elle a eu des maltraitances dans son enfance, ça va avoir une influence sur la façon dont elle va pouvoir être capable de s'occuper de ses enfants plus tard. Mais la biologie ne fait pas tout. Donc, il y a aussi toute une place à la culture. C'est vraiment les deux ensemble, encore une fois. Une réponse entre les deux. Tu réconcilies nature et culture aujourd'hui. C'est la mission du Verbe. Merci beaucoup, Ariane Beauferré, biologiste. Merci et à une prochaine fois. J'ai très hâte à chacune de tes chroniques. Au revoir.